Bienvenue officiellement à brancher sur mon avenir. Je m'appelle Thomas Bourgault, je suis journaliste animateur, notamment à la radio, télé et pour Jeunes Explos pour une deuxième année. Très content de l'être d'ailleurs. Jeunes Explos, un organisme à but non lucratif, donc on aide les étudiants, les élèves, les jeunes, bref, à s'orienter dans leur choix de carrière. On leur donne des informations sur des métiers, sur des domaines et on organise des rencontres comme celle d'aujourd'hui dans le cadre de Brancher sur mon avenir. C'est la semaine des sciences de la lumière, un domaine très intéressant que moi, je connais à peu près pas. Alors, c'est bien qu'on ait des gens qui sont des experts dans leur domaine. Merci à notre partenaire qui est Optonic, parce que c'est grâce à nos partenaires, notre partenariat, qu'on organise des rencontres comme celle d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, je vous invite à les marquer dans la boîte de conversation juste en bas de votre écran. Inscrivez-les, il n'y a pas de questions niaiseuses, pas du tout. Moi, je fais le relais avec nos mentors. Et c'est en rediffusion également sur YouTube, Internet, donc c'est pas perdu. On peut l'envoyer à un ami ou une amie qui a manqué la chance de se connecter aujourd'hui. Alors, je vous présente avant nos experts vite, vite, et ensuite je vais présenter Mathieu, qui est un autre expert qui va présenter le domaine. Alors, on a Stéphane Couture, technicien R&D senior en photonique. Merci beaucoup d'être là, Stéphane. Anne-Sophie Bisson, planificatrice C'est de production en photonique, et Luc Veilleux, technologue en physique spécialisé, vision 2D et 3D en photonique. Donc, merci à vous trois d'être là. Très content que vous soyez des nôtres. Mathieu Poseux aussi, qui représente le partenariat Optonique. Mathieu, je vous laisse la parole pour présenter ce beau domaine. Merci beaucoup Thomas et bienvenue à tous. Donc oui, moi c'est Mathieu Posner et je suis un conseiller technologique. Je représente Optonic, un organisme à but non lucratif qui représente le secteur de l'optique photonique à travers le Québec. C'est quoi la photonique? La photonique, c'est les sciences et les technologies de la lumière et au Québec, c'est plus de 22 000 personnes qui travaillent dans ce secteur. Donc, quand on pense à la photonique, nous, c'est le développement de technologies de la lumière qui peuvent être utilisées pour les sciences de la vie, le transport, l'aérospatial, en environnement et pour le développement durable, mais aussi en art et en culture. La photonique, c'est des composantes comme des lasers, des fibres optiques, des lentilles, des capteurs qui vont faire des composantes et des systèmes très impressionnants. Donc aujourd'hui au Québec, on a des postes vraiment très divers, des chercheurs, des technologues, des ingénieurs, des programmeurs et des programmeuses, des dirigeants, des dirigeantes. Et on a la chance d'avoir 220 entreprises qui embauchent dans le privé et dans le public dès le secondaire 5 pour rentrer dans le domaine ou en passant par le collégial diplôme. Donc vous allez avoir de nombreux profils sur le site de notre partenaire Jeune Explo. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de mettre à l'honneur des personnes qui ont eu des parcours variés, mais avec une thématique commune qui est d'avoir été technologue et impliqué dans des activités du secteur pour la fabrication avancée, vraiment une force d'emploi et économique au Québec. Donc, je vous souhaite une très bonne discussion et je vais repasser la parole à Thomas pour la suite des conversations. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. Donc là, on a quand même la base du domaine. Moi, je veux savoir, puis j'en profite pour dire, les experts, je sais que vous avez du matériel pour nous, des partages d'écran. Donc, ça, c'est votre prérogative quand vous voulez vous partager au moment opportun. Mais je veux peut-être savoir, en commençant, Anne-Sophie, tiens, Anne-Sophie, pourquoi pour vous c'est important de venir parler aux jeunes à brancher sur mon avenir avec Jeunes Explos aujourd'hui? Bonjour. Euh, à la base, c'est pour promouvoir le domaine parce que, en tout cas, moi, quand j'étais à l'étude, il n'y avait pas beaucoup de gens là-dedans. Puis c'est de leur montrer que ça existe parce que moi, je suis comme tombée là-dedans par hasard, quasiment. C'est comme l'entreprise que j'ai choisie qui m'a emmenée en optique. Puis c'est vraiment un beau domaine. Fait que je trouve que c'est important de le promouvoir. C'est important de promouvoir, puis c'est pour ça que vous êtes ici. Donc, merci d'être là, Anne-Sophie. Merci. Stéphane, pourquoi pour vous c'est important de nous parler avec les jeunes de Jeunes Explos aujourd'hui? Ben, je dirais un petit peu la même chose que Anne-Sophie. Je pourrais ajouter aussi que il n'y a pas tellement de finissants qui sortent en termes de techniciens en photonique. Donc, je crois que c'est important aussi de faire de la promotion pour promouvoir aussi le domaine, parce que la lumière, moi, je la vois comme en ce moment, je la vois comme l'électronique, je dirais peut-être dans les années 60, 70. Alors, il reste beaucoup de développement à faire encore, les technologies avancent. Et au Québec, on est réputé pour être fort en technologie. Je pense que ça fait quand même au cours des décennies. Et là, ben, c'est ça. Fait que si on veut vraiment faire continuer progresser la technologie en photonique et continuer à avoir au Québec aussi un edge dans cette technologie-là, ben, ça va prendre de la relève. Et là, en ce moment, je crois que
En photonique, comme technicien, là, c'est très, très peu, là, quelques dizaines de personnes, de techniciens et techniciennes qui sortent par année. Alors, je pense que c'est important de promouvoir et d'améliorer ça. Et peut-être de futurs techniciens, techniciennes avec nous en ce moment à brancher sur mon avenir. Luc, dernier mais non le moindre, L'espérer. pourquoi pour vous, Luc, c'est important de venir parler aux gens dans le webinaire Brancher sur mon avenir avec Jeunes Explos? Oui, dans mon cas, si je peux ajouter, parce que je suis tout à fait d'accord avec mes collègues, là, mais c'est justement aussi moi que je trouvais quand on est jeune, on n'a jamais trop d'informations pour essayer de nous aiguiller le plus possible pour prendre une décision éclairée sur notre choix d'avenir professionnel, là. Fait que moi, je considère que plus qu'on en a, plus que c'est intéressant, là. Puis, comme Stéphane disait, le domaine de la photonique est tellement intéressant pour quelqu'un qui aime les sciences, exemple, là. C'est c'est vraiment un avenir encore très prometteur. Un avenir très prometteur. Et vous, Luc, vous êtes technologue en physique, spécialité en vision 2D et 3D en photonique. Moi, je veux savoir, dans vos mots à vous, parce qu'on peut copier-coller, mettre ça sur Google puis avoir une définition un peu d'intelligence artificielle, on va dire, peu importe, mais je veux savoir, dans vos mots, votre métier consiste en quoi concrètement? Moi, ben, je suis technologue en physique, là, puis là, ça fait quand même bientôt 31 ans que je travaille ici à l'INO, qui est un centre de recherche en optique photonique, justement. Puis de mon côté, moi, je m'occupe principalement, vu qu'on fait de la recherche et du développement, de faire des montages, des mesures, de l'expérimentation, l'inspection en laboratoire avec de l'équipement puis des composantes spécialisées, justement. Suite à ça, souvent, j'ai des rapports de mesures à faire, présenter des résultats sous forme de graphiques, des choses comme ça, mais faire aussi des procédures d'assemblage, aussi de la coordination, soit des tâches ou avec d'autres personnes aussi. Puis, dans mon cas, je fais souvent le lien entre le développement, mettons, de nouveaux prototypes, le côté optique, mécanique, électronique et logiciel. Fait que c'est des tâches très variées. En tout cas, dans mon cas, c'est très varié comme travail. Très varié, puis on va pouvoir en parler plus encore un petit peu tantôt. Savoir pour vous, Stéphane, technicien R&D senior en photonique, ça mange quoi en hiver, cette job-là, comme on dit? Ben, disons que pour moi, mon parcours de carrière a commencé beaucoup jusqu'en 2014 environ avec des composants de télécom qui ont servi à bâtir Internet. Depuis 2014-2015, je suis plus dans les lasers. Dans mon cas, c'est des lasers à fibre. Alors, ce qu'on fait finalement, c'est ça, on fait en tant que technicien, on fait des expérimentations, on fait des montages en fibre optique avec des composants optiques, avec aussi des composants d'électronique, avec des capteurs, pour en arriver à faire des tests, voir comment le laser va se comporter et faire des itérations à la suite pour améliorer le laser dans le but de le rendre conforme aux exigences du client qui, lui, a une application pour laquelle il veut s'en servir. Alors, c'est ça, c'est un travail qui est, comment je dirais bien, peut-être 25 de mon temps, je vais le passer à faire de la documentation pré-expérience. On parle de schéma optique. En premier de tout, aussi, c'est de jaser en collaboration avec les ingénieurs. On parle de jaser, de les soutenir aussi, eux, dans leur compréhension. Ils comprennent plus loin que nous, mais ils ne sont pas nécessairement toujours sur le plancher. Donc, à deux ou à trois en équipe, on réussit à à imaginer un montage qui va pouvoir rencontrer les spécifications d'une demande client. Et une fois que ça c'est fait, ben, on a un schéma qui est là. On prépare aussi, moi je travaille beaucoup avec Excel pour pouvoir récolter les données qu'on va produire avec ce montage optique-là. Alors, après ça, une fois que ça c'est fait, on sait un peu ce qu'on s'en va, on a un plan, on va réaliser physiquement dans le laboratoire, assembler, comme je disais, les composantes ensemble. Et après ça, la dernière étape, c'est de tester cet assemblage-là, dans le sens qu'on va envoyer des signaux dedans, des signaux lumineux, des signaux électriques, récolter des signaux lumineux, récolter des signaux électriques, avoir différentes mesures de différents comportements de la lumière. Et là, ben, après ça, il va y avoir un exercice d'analyse et de comparaison. Et après ça, de voir qu'est-ce qu'on fait comme itération pour finalement aboutir aux spécifications voulues par le client. Donc, Grosso modo, c'est à peu près ça fait ça. partie
du boulot de technicien, si je comprends. Mais Anne-Sophie, planificatrice de production en photonique, vous, votre métier, votre job, comme on dit, consiste en quoi exactement? Moi, en fait, ben, j'étais vraiment technologue avant, mais là, cette expérience-là m'a apporté à être plus dans la gestion, un peu, si je peux dire. C'est vraiment de planifier sur le plancher qu'est-ce qu'il y a à faire pour tel détecteur. Nous, on vend des détecteurs pour mesurer la puissance des lasers là, chez Gentech. Ça peut être autant pour le médical que pour industriel. Donc, exemple, médical, on veut mesurer la puissance du laser avant d'opérer un œil, par exemple. Fait que nous, on vend ce détecteur-là pour le client. Donc, c'est calibré à différentes puissances et il y a plusieurs paramètres possibles dépendant du détecteur. Donc, moi, c'est vraiment de mettre ça en production, de planifier la bonne calibration, de vérifier s'il y a des pièces qui sont BO, est-ce qu'on a les ressources nécessaires, quand est-ce qu'on peut livrer au client. Moi, c'est un peu de coordonner tout ça, mais mon parcours de technologue m'est vraiment utile dans ma job aujourd'hui. C'est vraiment utile, puis on va pouvoir en parler parce qu'il y a probablement des jeunes aussi. Vos trois métiers sont assez passionnants, quand même, assez différents les uns des autres, donc peut-être inspirer des jeunes aujourd'hui, c'est une éventualité très probable. Je veux savoir, peut-être vous, Luc, une journée typique ou une semaine typique dans votre métier en technologue, en physique, là, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est plus de la... J'aime pas le mot routine, je veux dire, est-ce qu'il y a une structure qui revient toujours ou de jour en jour, de semaine en semaine, ça change complètement? Non, dans mon cas, ça change constamment, là. C'est sûr comme je parlais tantôt, que on fait beaucoup d'expérimentation, mais c'est vraiment différent parce que vu que ici où que je travaille, c'est vraiment, comme je mentionnais tantôt, un centre de recherche, fait qu'on travaille sur différents projets, mais il y a différentes technologies qui existent que je pourrais vous présenter tantôt aussi, parce qu'on fabrique aussi des lasers à fibre avec de la fibre spécialisée qui est fabriquée ici, entre autres, à Lino. Mais dans mon cas, c'est ça, là, comme je mentionnais un peu tantôt, je travaille beaucoup à développer des prototypes aussi pour livrer à des clients qui auront des besoins très spécifiques. Exemple, pour euh, détecter des légumes ou récolter des légumes de façon automatique. Ça peut aller de ce côté-là comme carrément dans d'autres domaines, là, côté agriculture, mais côté automobile ou industrie manufacturière pour de l'inspection. Exemple, j'avais travaillé, collaboré puis, pour développer des profilomètres laser qui permettent de mesurer en 3D des différentes surfaces. Exemple, on avait développé un capteur qui permet de numériser la route, détecter les fissures que le MTQ ici, le ministère des Transports du Québec, ont en main aussi, là, qui utilisent à tous les jours, sauf l'hiver. Mais plein d'applications que je pourrais présenter un petit peu tantôt. Ben, je ne sais pas, à moins que c'est le moment où je peux les C'est comme présenter vous plus. voulez. Oui, je peux faire un partage d'écran ou à Ouais. travers si vous voulez, c'est bien correct. Je peux juste montrer un peu vite, vite différentes réalisations que j'ai participé, là, que je considère. Euh, je pense que vous voyez mon écran. Oui. Oui. Exemple, comme je parlais tantôt, capteur d'inspection de route, c'était vraiment des profilomètres laser, qui a un laser haute puissance dedans, qu'on parle dans le proche infrarouge de l'ordre de 8 watts optique. Euh, Puis le profilomètre, s'il projette une ligne laser sur la chaussée, puis là, c'est exagéré, mettons, comme une grosse craque, là, mais quand on le regarde, un point de vue d'une caméra qui est à angle, ben, on voit vraiment la déformation de la ligne laser. Si on le regarde sur le dessus par la ligne laser, on ne verra pas la déformation, mais du moment qu'on est à angle, on voit le profil. C'est pour ça que ça s'appelle profilomètre. Et ça permet, entre autres, de détecter les ornières, détecter les fissures dans la chaussée. Puis ça, je suis bien fier d'avoir collaboré au développement de ces produits-là. Castor, maintenant, c'est une compagnie qui a parti une entreprise qu'on a comme légué les droits, si on pourrait dire ici, là. Euh, Puis, exemple, derrière moi, ben, est ici, justement. Là. Ça, c'est une station hyperspectrale qui est équipée de deux caméras infrarouges. Quand je disais c'est très diversifié, ben, entre autres, je suis un peu utilisateur de cette station-là qui permet de numériser plein d'objets, mais
en images, mais aussi avec toute l'information couleur. Exemple, dans le cas là, c'était des laitues, ben, on pouvait permettre de détecter différentes propriétés grâce à la spectroscopie de l'image qu'il y a dedans. Fait que suite à ça, on peut faire plein d'analyses pour différencier des sortes, des défauts, différentes choses comme ça. Ça, j'ai travaillé sur ce capteur-là qui est présentement ici derrière moi en vrai, là, mais c'est un profilomètre aussi, mais lui, c'est un anneau laser qui est généré, qui permet de mesurer les déformations, par exemple dans des tuyaux, de numériser un tuyau carrément 3D. Puis ça donne carrément des nuages de points qu'on peut, après ça, mettre ça dans un logiciel de CAD, là, de dessin, justement, qu'on a vraiment des nuages de points. On avait développé tout un autre format qui est plus imageant, qui est vraiment juste des images. Il n'y a pas de 3D dans ce format-là. Sauf que pour d'autres applications, des clients aimaient juste avoir une reconstruction des images. Fait qu'on pouvait avoir carrément exemple, ici le tuyau en 3D, là, que là, c'est juste une image, mais qu'on peut déplacer, qu'on peut voir. Tandis qu'ici, il était comme déroulé, comme s'il avait été coupé puis déroulé sur lui-même pour voir les défauts visuels. Il n'y a pas d'information 3D là-dedans, là, mais quand je parlais dans le cas d'agriculture, on a plusieurs applications que j'ai travaillées, mais entre autres, celui-ci, c'est un petit prototype qui permettait de détecter des cocombes pour la récolte automatique avec un robot euh, directement dans des serres. Fait que ça, c'était. Puis juste passer vite, vite, là, qu'on a des applications que ça, j'ai moins participé de mon côté, mais que d'autres technologues, d'autres ingénieurs travaillent dans la technologie terahertz, qui est basée à partir de caméras infrarouges, mais avec des filtres spéciaux, permet de voir des objets métalliques derrière du tissu. Fait que c'est pour de l'inspection sans danger aussi, comparé à des rayons X qui peuvent être dommageables pour la santé. Le terahertz, c'est des longueurs d'onde qui ne sont pas dangereuses, on pourrait dire. Puis, exemple, c'est ça, le couteau est derrière ici, puis on réussit à le voir au travers du tissu, là. Ça permet de voir à quelques millimètres derrière des tissus, exemple. Fait que ça, c'est un prototype, mais on, on a eu comme une autre phase qui est un peu encore prototype. Là, c'est justement des clients intéressés éventuellement à acheter cette technologie-là, justement. Sinon, quand je parlais tantôt qu'on fait des lasers à fibre aussi à Lino, ben, on fait les préformes de fibre optique qui est des procédés assez complexes qui s'appellent du MCVD. Et il y a différents équipements vraiment très coûteux qu'on a pour générer ces préformes-là. Par la suite, qui doivent être usinés, modifiés et ensuite étirés sur des tours à étirement pour fabriquer la fibre optique spéciale, justement. Que ça aussi, c'est opéré par des technologues, justement, que moi, j'ai pas eu l'opportunité de travailler parce qu'on devient assez spécialisé quand on opère des équipements comme ça, là, les MCVD puis des tours à étirement. Mais c'est vraiment des technologies assez intéressantes, plus plein d'équipements de métrologie qui existent avec dans plusieurs salles blanches qui se trouvent avec des salles propres, pas de poussière, justement, là, qu'on a beaucoup d'équipements dans ces laboratoires-là, dont entre autres et tout la microfabrication pour les caméras thermiques et détecteurs, puis développer, entre autres, c'est ça, les caméras, ben, toute la partie-là est faite en micro-usinage, on pourrait dire. Fait que ça fait un petit peu un petit tour rapide. Donc, tout cet équipement-là, ces inventions-ci, ça fait partie quand même du spectre de votre métier. Vous Oui, participez à l'élaboration, donc c'est intéressant. Puis il y a beaucoup de pratiques, je comprends bien. Tu sais, c'est pas que de la théorie, on peut vraiment être plus manuel aussi. oui. Je veux savoir, Stéphane, vous, technicien R&D senior en photonique, votre journée typique dans votre domaine, votre métier ou votre semaine ressemble à quoi, vous? Ben, je dirais que c'est un petit peu ce que j'ai décrit tout à l'heure, là, bon, quand je parlais de préparer les expériences et récolter les données, ce genre de choses-là. C'est sûr que la routine, il n'y en a pas tant que ça. Des fois aussi, ça arrive quand tu fais des itérations, ben là, moi, je dirais bien, c'est plus un peu nouveau la première fois que tu l'as fait. Quand tu fais l'itération 2 puis 3, ben là, tu es un petit peu plus, comment je dirais bien, dans la routine, mais ça te permet aussi à ce moment-là de penser à d'autres choses, de penser plus loin.
euh, puisqu'il y a des choses que tu as déjà faites et que tu refais, si on veut. Fait que les premières itérations disons, d'un laser sont souvent plus accaparantes au point de vue pensée. Fait qu'il faut que tu te concentres plus. Mais après ça, tu as un petit peu plus de temps pour penser à d'autres choses, avoir des choses que tu n'avais pas. Parce que le technicien aussi, c'est un peu comme, quand j'avais ça comme, excusez, un peu comme les yeux d'un ingénieur aussi. Fait que là, tu peux plus aussi reporter à l'ingénieur ce que tu as vu, qui lui aussi a plus de connaissances point de vue théorique pour pouvoir déduire, comprendre des choses par rapport à ce que tu as vu, puisque lui, il ne peut pas être toujours dans le lab non Excellent. Donc ça fait plus. partie C'est aussi ça. de votre métier, un peu de votre horaire, si je peux dire. De votre côté, Anne-Sophie, planificatrice de production en photonique, une journée typique dans votre emploi ou une semaine typique, c'est quoi environ? Moi, il y a quand même une certaine routine, je pourrais dire. À chaque matin, quand j'arrive, je regarde le carnet de commandes, je regarde qu'est-ce qu'il faut mettre en production. Puis, en début de matinée, je fais un kick-off meeting qu'on appelle, là. Je fais une petite réunion, si tu veux, avec les chefs d'équipe, puis ceux qui s'occupent des techniciens, puis on met en place, puis la journée, la semaine pour entrer dans les délais. Euh, Après ça, en courant de journée, j'analyse les commandes. Il faut que je regarde si on avait des pièces BO, justement, comme je disais tantôt. Si on a assez de techniciens pour calibrer tel type de détecteur. Puis là, on met ça en place. Fait que comme je disais, moi, c'est un petit peu plus comme je suis rendue à travailler avec les techniciens, si on veut, j'ai plus les mains dedans, mais c'est de coordonner tout ça, là, je dirais. De coordonner tout ça. Je veux savoir, Anne-Sophie, au niveau des outils pour vous aider Oui. à faire votre travail, qui facilite votre vie professionnelle, vous vous servez, vous, personnellement, de quels outils? Moi, je me sers d'un ordonnanceur que ça s'appelle. J'avais une image que je pouvais vous montrer. Alors, ça, Ouais. c'est vraiment, c'est l'ordonnanceur que moi je parlais, là. Ça, c'est pour donner des dates aux clients. Puis on peut voir un peu, dans notre jargon, on appelle ça une recette, là. C'est un peu les étapes qu'un appareil doit passer pour être prêt à être livré à un client. Fait que c'est le magasin, après ça, il y a des gravures pour identifier l'appareil, il y a de l'assemblage par des assembleurs ici, spécialisés en optique. Après ça, il y a des calibrations, c'est inspecté, puis ça retourne au magasin prêt à être envoyé au client. Ça, c'est vraiment dans mon... Je travaille avec ça à tous les jours. Sinon, je pouvais vous montrer. Ici, en salle blanche, ça, c'est vraiment les setups laser que je disais. Ça, c'est un détecteur qu'on produit ici. Hein, fait que ça vous montre un petit peu les moniteurs et les détecteurs qu'on peut faire ici chez Gentech. C'est super, donc ça fait partie aussi intégrante Ouais. de votre travail finalement. Euh, je pense qu'au niveau des outils, il manquait, je pense, Luc, on a vu quand même tantôt ce dont vous vous servez un peu. Vous, Stéphane, de votre côté, de quels outils vous vous servez quotidiennement dans le cadre de votre travail? Ouais, mais j'ai fait des petites vidéos. J'ai mis les outils les plus, je dirais pas les plus basiques, mais les plus standards, mais ceux qu'on ne peut pas passer à côté en photonique. Alors, on parle d'un analyseur de spectre optique et d'une fusionneuse pour faire des fusions entre des épissures entre deux fibres optiques. Fait que j'ai photo et vidéo. On va essayer de voir ce que ça va donner aussi. Euh, je vais ici. Alors, de votre côté, est-ce que vous avez vu un appareil qui est apparu ou Encore. Encore. encore? Ah, Oui, ça ça sent devrait bien, pas je tarder. pense. Oui, là, on voit. OK. Fait que, alors, ça ici, ce qu'on voit, c'est un analyseur de spectre optique. Toutes les compagnies qui sont en photonique doivent en avoir dans leurs locaux. Il y en a différents modèles pour différentes longueurs d'onde, etc. Là, c'est ici, celui, c'est un modèle plus pour le télécom, si on veut, qui est à 1550. Pour donner une idée aux gens, aux élèves qui n'ont jamais vu ça. C'est un instrument qui mesure environ un pied de hauteur par à peu près 18 pouces de largeur. Ce que ça fait, cet instrument-là, c'est que ça mesure dans l'axe vertical de la puissance de lumière, et ici en fonction de la longueur d'onde.
la longueur d'onde qui est aussi la fréquence, mais là, c'est plus facile en optique générale de l'exprimer sur la longueur d'onde. En nanomètres aussi, là, dans ce cas, dans le cas de la télécom. Alors ici, on a une entrée. Alors ici, on va venir connecter un connecteur de fibre optique dont la lumière va rentrer dedans pour se faire analyser. Fait que là, ça ici, c'est pour la photo. Je voulais présenter la photo avant parce que là, j'ai une vidéo que j'ai faite, une source, comment je dirais bien, large bande. Je vais l'arrêter un petit peu ici. J'ai fait deux vidéos. Celui, ça va être une source large bande parce qu'en photonique aussi, on a différentes sources qu'on utilise. J'en ai montré là, deux qui sont comme pas mal à l'opposé l'une de l'autre. Comme je viens de dire, ici, on voit un petit peu mieux ici, là, c'est une vidéo. Les longueurs d'onde qui sont ici, en fonction de la puissance qui est là. Si je continue un peu, on va voir que là, ça va mesurer une source large bande. Alors, on voit ici, il y a de la puissance qui monte. La puissance s'étend sur vraiment une grande plage de longueur d'onde, qui est environ ici, je dirais, pas loin de 100-150 nanomètres. Alors, ça, c'est un type de source. Alors, ça, c'est comme, contrairement à je dirais, la lumière qui arrive du soleil, ça, c'est vraiment juste une petite fraction en termes de longueur d'onde du spectre électromagnétique ici. Cette source-là a été fabriquée dans le but de fournir cette plage de lumière-là. Et ça, ben, c'est utile après ça quand on veut travailler pour faire des composants, pour envoyer de la lumière dans le composant qu'on fait, disons, comme en télécom, pour pouvoir le tester, voir qu'est-ce qui vaut le composant. Alors, je pense que je peux finir la vidéo, mais je pense que c'est juste, on peut voir que le scan s'est fait ici une fois, et là, en ce moment, ben, il est en répétition, donc il va faire le scan tant aussi longtemps qu'on sera arrêté. Donc, ça, c'est un des outils, Stéphane, qui vous permet de bien faire votre travail finalement. Donc, vous avez accès les trois quand même à beaucoup de technologies plus avancées que juste des logiciels de base là, comme Adobe, là, comme sur mon Mac en ce moment. Donc, c'est intéressant aussi pour ceux et celles qui sont plus manuels puis qui ont l'envie d'avoir de la pratique aussi et pas seulement de la théorie. Moi, j'aimerais savoir un peu au niveau de votre formation, au niveau de vos études. Je m'intéresse à votre parcours académique parce que c'est un domaine, sciences de la lumière, qu'on connaît peu ou presque pas. Hier, on a reçu une experte qui nous a dit personne ne connaît ça. C'était dans ses mots, je paraphrase. Donc, si je vous demande, par exemple, à vous, Luc, votre parcours académique, votre formation, vos études, c'était quoi pour vous? J'avais étudié un DEC en technologie physique au Cégep de l'Apocatière, qui existe toujours, cette formation-là, euh, qui, dans mon cas, je connaissais pas. C'est vraiment pour peut-être répondre déjà à une prochaine question. Entre autres, dans mon cas, c'est vraiment mon orienteur du secondaire qui m'avait proposé, qui me voyait, parce que moi, j'aimais l'électronique, j'aimais la physique. Puis là, il m'a dit, ben, je te verrai là-dedans parce que c'est carrément ce domaine-là puis j'aimais un peu toucher un petit peu à bien des choses. Fait qu'il m'avait dit, regarde ce programme-là. Puis je le connaissais pas. Ça fait que j'avais été fouillé. Puis à l'époque, Internet n'existait pas. Là. On parle des débuts 90. Puis et j'avais vraiment découvert que ça m'intéressait, même si c'était un peu loin de chez moi, parce que je n'étais pas de Québec ni de la Pocatière. Fait que, mais j'ai bien aimé ce programme-là. Puis je regrette pas mon choix parce que je travaille dans le domaine que j'ai étudié, je dirais. Puis toujours encore. Donc, c'est quand même une conseillère, un conseiller en orientation qui vous a un peu Ouais, cerné votre profil puis a dit, puis finalement, cette personne-là avait raison. ouais. Elle s'est pas trompée. Finalement, j'ai aimé mes études, puis j'aime mon travail depuis ce temps-là. Ouais. Et Anne-Sophie, de votre côté, le parcours académique, scolaire, les formations, les études ressemblaient à quoi? Moi, j'ai fait une technique en système ordiné au Cégep de Limoilou. C'est une technique en génie électrique. Personnellement, j'ai quasiment été là-dedans c'était un essai, je dirais. Là. Quand j'étais plus jeune, j'aimais faire des petites radios, j'aimais des mécanos, j'aimais ça, tu sais, construire des petites choses, mais aussi avec le côté programmation. Puis, fait que c'est ça qui m'a amené à essayer cette technique-là que j'ai adorée parce que c'est vraiment varié.
Puis c'est autant de l'électronique que de la programmation. Puis c'est vraiment la compagnie que j'ai choisie qui fait que je suis comme en optique, là, mais système ordonné au Cégep de Limoilou. C'était ça votre parcours. Et c'était le bon parcours. Vous avez quand même été chanceuse de premier essai, puis ça fonctionne de votre côté. Ouais, ben j'avais fait sciences humaines avant, là, deuxième essai, on pourrait dire. Deuxième essai. De votre côté, Stéphane, de la formation, les études, on ressemble à quoi côté académique? Ben moi, de mon côté, ben, ça ressemble quand même un peu à Anne-Sophie parce que au secondaire, je ne savais pas vraiment quoi choisir. J'hésitais entre génie civil, génie mécanique, génie électrique. Moi, dans mon cas aussi, je voulais aller au cégep à Lévis-Lauzon. Ma famille était dans ce coin-là. Alors, j'avais le choix à ce moment à Lévis-Lauzon seulement entre génie électrique et génie mécanique. Fait que finalement, j'ai opté pour génie électrique. J'ai fait mon deck et à la fin, j'avais une année de spécialisation qu'il fallait que je choisisse. Et là, ben, ça variait, comment je dirais bien, les choix là, de audiovisuel à électrodynamique, là, on parle plus du 600 volts triphasé, etc., la grosse puissance électrique, si on veut. Et moi, j'ai choisi instrumentation et contrôle parce que je me suis aperçu dans mes dernières années de cégep, en fait, plus dans ma deuxième, que j'aimais mieux ce qui était plus petit, ce qui était plus abstrait. Travailler, faire des circuits électroniques avec des fils là, sur des breadboards à ce moment-là, dans les années 90. Là, c'était ça qui était avec des composantes électroniques. Alors, j'ai été là-dedans. Puis, ben, finalement, ma première job que j'ai trouvée, c'était à Montréal. Je voulais m'en venir à Montréal tout de suite après mon cégep. Et j'ai travaillé dans une compagnie pendant un an et demi qui écrivait des réseaux de Bragg. Ça s'écrit avec un laser, un gros laser, un Cyberfret, on appelait dans le temps. Alors, j'ai été comme plongé, si on veut, dans la photonique sans le savoir, juste parce que c'était ma première job. J'ai travaillé là un an et demi. Après ça, j'ai changé d'endroit pour venir chez ETF. Et là, bien, la force des choses, et depuis 25 ans que ça dure, que justement, j'ai travaillé sur différentes choses aussi, différentes productions au début, chef d'équipe, et pour finir, ce que j'aime le mieux en ce moment, recherche et développement. Et depuis une dizaine d'années, avec les lasers LIDAR, les lasers spatiaux, qui est très intéressant. Fait que, pas mal sur mon Intéressant parcours, disons, aussi. Puis j'en académique. profite, les plus jeunes qui sont dans le webinaire branché sur mon avenir, si vous avez des questions, parce qu'on est plus qu'à la mi-chemin, il reste 25 minutes. Donc, si vous avez des questions, il n'y en a pas de niaiseuses, n'hésitez pas, écrivez-les dans la boîte de commentaires en dessous. Moi, je fais le relais avec nos experts, expertes aujourd'hui. Je veux savoir, parce qu'on s'entend, on a parlé là, de vos formations, de vos études, mais le moment qui vous a confirmé que vous étiez sur votre X, que c'était le domaine ou le métier qui était vraiment fait pour vous. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs, mais par exemple, Luc, vous, le moment où vous avez su que c'était vraiment votre place, votre domaine, c'était quand? C'est vraiment quand j'étais aux études, je pense, là, j'étais en technologie physique, puis je voyais que c'était carrément dans le domaine que j'aimais, on apprenait. On apprenait et on apprend encore un peu de tout, très varié dans, 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 dans ce domaine d'études-là, justement, là, de la physique à de l'électronique, de l'informatique. Fait que tout de suite, là, j'ai vraiment. Mais ça fait en sorte aussi que j'ai plein de collègues ici qui ont étudié à la même place que moi en technologie physique, exemple, mais ailleurs aussi, qui rouvre les portes pour travailler quand même assez varié, justement. Là. J'ai justement des anciens collègues qui ont travaillé chez ITF et tout, même place que Stéphane. J'ai des collègues ici qui sont sur Gentech, Electro-Optique, mais plein d'autres compagnies en haute technologie et photonique ici à Québec, là, comme Interaction Corrective, Sienna, qui est quand même des bureaux à certaines places, justement, qui des bonnes places aussi, là. Mm. Mais De moi, votre côté, c'est ça. C'est vraiment quand j'étais aux études, j'ai vraiment trouvé que j'étais à la bonne place là. vous avez la confirmation. La conseillère en orientation, elle n'avait pas menti, là. Non, 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 non. De votre côté, Anne-Sophie, le moment où vous avez su que c'était un emploi, un domaine fait pour vous, là, sur mesure, c'était quand? Moi, je dirais que c'est plus rendu en milieu de travail. J'avais pris l'option technique que tu fais des longs stages, là, alternance travail-études, qui appelle. Puis moi, c'est vraiment une fois que j'ai vraiment vu en entreprise qu'est-ce qu'on pouvait faire,
que c'est vraiment rendu là que moi, j'ai vu que j'allais aimer ça, puis que c'est devenu plus concret. Puis de voir à quel client on vend nos détecteurs CEF, pourquoi, c'est vraiment ça qui m'a plus animée, puis qui a fait, ah ouais, c'est vraiment intéressant, il y a tellement d'avenir dans le domaine, c'est sans arrêt, c'est vraiment ça, moi, qui m'a accroché une fois en milieu de travail. C'est ce qui vous a allumé. De votre côté, Ouais. Stéphane, le moment où vous avez su que c'était un emploi, un domaine fait pour vous, c'était quand et c'était quoi? Ben, moi, je dirais que je suis arrivé sur le marché du travail dans la bulle techno là, de 2000, là, qu'on appelle. Quand j'étais au cégep, j'étais meilleur en théorie. J'avais une certaine appréhension pour aller dans les labs en électronique. C'était plus abstrait, si on veut. Il y avait du concret dans l'abstrait aussi. Ça faisait quelque chose que moi, je dirais bien. Je me sentais pas à l'aise, disons, avec tout ça. Je me débrouillais moins bien en lab. Quand je suis arrivé sur le domaine dans le marché du travail, je me suis aperçu que finalement, mettons, pour développer un produit, pour faire un produit de qualité, finalement, ben, ça fitait avec d'autres qualités que j'avais, que je connaissais déjà, que je me suis aperçu à ce moment-là. Et puis, ben, pour ce qui est en plus, c'était en technologie, alors c'est pas mal là que j'ai compris aussi que c'était pour moi. Puis aussi, en regardant les possibilités que ça, tu sais, c'est comme c'était les débuts d'Internet. Je voyais que, bon, à ce moment-là, vous avez des composants pour la télécom. Je voyais ce que ça allait servir. Je voyais ce que ça pouvait devenir plus tard un peu. J'avais pas une vraie, voyons, une idée là, vraiment précise, mais on voyait aussi que ça s'en allait aussi, tout ça. Fait que, à partir de là, j'ai trouvé ça intéressant. Fait que c'est pas mal à ce moment-là, dans les premières années de travail. Plusieurs années, puis l'amour avec le travail continue pour les trois, en l'occurrence, c'est ce que je comprends. J'aimerais savoir, puis la question va être peut-être plus pour Anne-Sophie, parce que là, on a deux hommes, une femme parmi nos experts, expertes, puis dans le webinaire Branché sur mon avenir, on a beaucoup de femmes aussi, Mathilde, Rachel, Sandrine, Nadège, Raphaël. Je veux savoir, Anne-Sophie, peut-être pas au niveau du domaine en général, c'est peut-être trop vaste, mais dans ce que vous voyez autour de vous, dans ce que vous connaissez, à quel point il y a une parité, une mixité homme-femme? Est-ce que c'est assez 50-50 selon vous? Est-ce que c'est beaucoup plus d'hommes? Est-ce que ça tend à changer? C'est quoi que vous voyez autour de vous? Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a plus d'hommes. Pareil, quand j'étais à l'étude, il y a vraiment plus d'hommes, sauf que je vois pas pourquoi. Puis les femmes sont vraiment bien accueillies dans le milieu. Tu sais, j'ai jamais senti qu'il y avait une différence, peu importe. Fait que j'encourage les femmes à essayer puis à aller dans ce domaine-là, vraiment. Dans l'entreprise, il y a autant de femmes que d'hommes, mais vraiment, technologues, ingénieurs, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Comme Je il y a de la place. confirme. Oui, Luc, vous Ouais, confirmez? je confirme, moi tout. C'est ça, en technologie physique, à la Pocatière, il y avait une minorité, puis je sais pas pourquoi, pourtant, c'était les filles qui s'en allaient étudier là-dedans étaient très bonnes aussi, mais il y avait, il y avait plus tendance à avoir des garçons. Puis dans mon milieu de travail, c'est la même chose, comme Anne-Sophie dit, il y a plus d'ingénieurs et de technologues gars que de filles, mais c'est ça. Je sais pas si c'est le- le- en général, les filles étaient moins attirées un peu côté science, mais pourtant, je sais pas. Donc, Stéphane, de votre côté, On c'est a la même. ben, c'est le même constat. Moi, je sais qu'ici, chez ITF, on a quand même beaucoup de personnel féminin. Puis, et je pense que c'est juste le bassin comment je dirais bien, des ressources humaines qui a plus d'hommes qui sont portés à aller dans ce domaine-là. Mais par contre, comme Anne-Sophie disait aussi ici, je veux dire, les relations vont super bien. Homme-femme, il n'y a pas de problème. Puis, j'ai, j'ai pas vu là, rien de spécial qui s'est passé. Fait que je pense que toutes les femmes qui sont intéressées à étudier dans le domaine, c'est pas un problème, disons. non. Sont vraiment bien accueillis, d'égal à égal. Bien Il y a accueilli. peut-être Il y a Oui, peut-être quand même allez-y. une petite tendance, je pense, entre autres, côté ingénieur, nous, en tout cas, qui peut-être un petit peu plus une petite remontée, là, mais c'est ça. Ça tend quand même à changer, mais il y a de la place pour tous et toutes aussi. Donc, c'est important de le souligner parce qu'on a vraiment tout le monde aussi. Benoît, Mathilde, par exemple, tout le monde peut y accéder. J'aimerais savoir,
Peut-être en commençant par vous, Luc, au niveau des conditions, au niveau de l'horaire de travail de votre côté, ça ressemble à quoi? Dans le cas des conditions, nous, comme technologues, ici où que je travaille à Lino, c'est quand même des très bonnes conditions, je peux considérer. Là, tu sais, on fait genre 7h30 par jour, qui est l'horaire standard. Ça peut arriver des fois, advenant, tu sais, que, je sais pas, on a des clients ou des besoins plus spécifiques qu'on doit préparer quelque chose, c'est des fois faire un peu plus, mais en général, avec nos supérieurs, on peut d'habitude s'arranger si on a fait un petit peu plus d'heures une journée, le reprendre à un autre moment donné. Mais en général, c'est ça, c'est 7h30 par jour, 37h30 par semaine, notre horaire un peu conventionnel. Euh, Autrement, c'est ça, c'est quand même un peu flexible aussi. C'est ça, ce ne cachera pas en tant que technologue, souvent on est beaucoup en laboratoire. Dans mon cas, en tout cas, c'est plus difficile d'être, mettons, 100% télétravail, mais il y a des parties de travaux ou de choses à faire qui peuvent être faites, comme je disais tantôt, des rapports ou des planifications qui peuvent être faites un peu à distance. Puis ça, on est quand même un peu libre là, d'en faire aussi en télétravail. Mais je veux dire, comparativement aux ingénieurs ici qui ont à peu près les mêmes conditions, mais qu'eux autres souvent vont pouvoir se permettre plus d'être en télétravail que nous, là, comme pas le choix à un moment donné de prendre des mesures ou faire du concret. Puis moi, c'est ça que j'aime aussi. Là, fait que Peut ça faire fait les bien mon deux, affaire. puis la poursuite d'avoir du travail hybride. Ouais. Stéphane, de votre côté, est-ce que c'est un peu la même chose que Luc? Votre horaire, vos conditions de travail ressemblent à quoi? Ben, ça ressemble à ça aussi. Moi, dans mon cas, c'est 8 heures par jour, 8 heures par jour, 5 jours semaine, donc 40 heures. Télétravail, c'est ça, c'est moins évident parce que, étant donné que je travaille beaucoup dans le lab, comme je disais, par contre, ça arrive des fois que quand on est en planification, disons, d'expérience et qu'il faut faire des fichiers Excel, qui, des fois, ils sont assez volumineux pour vraiment bien tout récolter les données, ben, de temps en temps, je peux faire une journée chez moi. Je pourrais en faire plus aussi, mais bon, j'aime bien aussi avoir de ce qui se passe ici, puis de pouvoir jaser plus facilement avec les collègues pour planifier les choses. Fait que, c'est sûr. Pour ce qui est des heures aussi, en tout cas, pour nous, les heures d'entrée et de sortie, c'est quand même, quand on n'est pas directement en production, disons, c'est plus lousse un peu parce que finalement, l'important, c'est que le travail soit fait, que ça avance. Et généralement, ça donne bien aussi. On est tous un peu la même gang qu'on travaille ensemble. On rentre tous pendant la même heure. Fait que c'est à peu près ça. Après ça, Anne-Sophie, de votre côté, l'horaire, les conditions, Moi, je fais 36,25 heures par semaine, 7h45 à 3h30. 3h30, c'est intéressant quand même. Puis l'été, on peut finir à midi le vendredi. Je veux pas un petit plus qui est bien apprécié. C'est ça. Mais pas de télétravail pour moi. Il faut être sur le plancher. sur le Mais je plancher, dis pas que c'est négatif, là, tu sais, c'est... vendredi après-midi libre, ça se prend bien aussi. Donc, c'est. Oui, Ouais, Luc, j'avoue qu'on a ça aussi que j'ai pas mentionné de la fête la Saint-Jean-Baptiste, la fête du travail les vendredis après-midi, ouais, aussi. c'est très bien Qui aussi. est très apprécié aussi, ouais. Absolument, je vous envie même. Je veux savoir maintenant, puis la question s'adresse aux trois, à qui veut répondre en premier. Est-ce qu'on a, et c'est quoi les préjugés vis-à-vis de votre domaine ou des fausses perceptions, tu sais, quand les gens vous parlent de votre domaine, de votre emploi, vous dites des trucs, puis là, après ça, vous devez toujours un peu déconstruire, dire non, c'est pas vraiment ça qu'on fait. Tu sais, est-ce que les gens ils pensent que vous travaillez avec des sabres laser comme dans Star Wars? Je sais pas trop, mais c'est quoi les espèces de préjugés que les gens ont par rapport à votre domaine? Euh, Oui, Luc? Peut-être, ben, je partais pour laisser mes collègues commencer cette fois-là. Hmm. Ben, je dirais peut-être un peu des fois, vu qu'on est en haute technologie, les gens ne comprennent pas nécessairement c'est quoi la haute technologie. Puis, exemple, quand ils ont leur téléphone cellulaire dans les mains, pour eux autres, ça, c'est pas comme si on trouvait ça en creusant dans la terre, là, mais c'est comme pour eux autres, c'est aussi simple disons, construire une maison ou whatever. Fait que c'est comme, ils ont tendance comment je dirais bien, pas à négliger, mais à dénigrer un petit peu le fait que c'est vraiment pas simple à développer ces produits-là, les nouvelles technologies.
Moi, c'est ce genre de commentaires-là, mon nez, que j'ai eu. Sinon, à part ça, j'ai pas vraiment eu d'autres commentaires. Tant d'autres. Anne-Sophie, Luc, de votre côté, est-ce que vous connaissez des espèces de fausses perceptions qu'on a? Moi, j'ai bien aimé ton commentaire du début. Ma fille pensait effectivement que je travaille avec des sabres laser. Pas le cas. Mais sinon, c'est quand même dur à expliquer aux gens de l'entourage. Là. Je pense pas que personne sait vraiment ce que je fais. Les gens m'imaginent avec des plaquettes vertes puis à faire des soudures à longueur de journée, je pense. Mais ouais, le petit côté geek, là, mais ça me déplaît pas. Luc, de votre côté, est-ce que ça résonne? Est-ce que c'est la même chose? Oh ouais, c'est un peu dans le même sens. C'est sûr que la meilleure définition, comme on dit, pour quelqu'un qui n'est pas dans le domaine, pour expliquer un peu la photonique, moi je trouvais c'est le mélange de lumière et électronique. Là. Ça fait que là, le monde font un peu. Parce que je sais que moi, où que je travaille, justement, vu qu'il y a le mot optique, Institut national d'optique, là, depuis que je travaille ici, quasiment, le monde pense, ah, vous faites des lunettes? Non, on ne fait pas de lunettes. On, on fait plein de choses, mais pas des lunettes. Pas de lunettes. Ça, c'est réglé. Pas de Ouais. lunettes. On emporte les trois ici, mais on les fait pas, on les prend ailleurs. J'aimerais savoir, peut-être Luc, encore une fois, les qualités, selon vous, qu'un jeune ou une jeune ne doit pas nécessairement détenir maintenant, mais doit tenter de développer pour être bien, pour être heureux ou heureuse dans votre domaine. Selon vous, c'est quoi ces qualités-ci et pourquoi? Ben, qualité que je verrais, moi, pour être mettons, un bon technologue, là, je pense, c'est être curieux de nature, aimer savoir comment les choses fonctionnent. Déjà en partant, en ayant des attitudes comme ça, je pense que ça aide beaucoup. D'aimer les sciences, euh, puis je dirais, puis c'est sûr, dans le domaine, qu'est-ce qu'on travaille un peu à tous les jours, c'est être quand même rigoureux aussi, là, comme qualité. Euh, c'est... La rigueur, l'intérêt pour les sciences, quand même, Ouais. c'est quelque chose qui est assez présent. J'imagine que ça résonne aussi pour Stéphane, pour Anne-Sophie. Anne-Sophie, vous, les qualités qu'un jeune ou une jeune doit essayer de développer pour être bien dans votre domaine, selon vous, c'est lesquelles et pourquoi? J'allais vraiment dire curieux, moi aussi. C'est vraiment savoir pourquoi ça fonctionne comment on va arriver à tel but. Fait que curieux, c'est certain. Rigueur, pareil, parce que dans notre domaine, il y a des normes à suivre, si je peux dire, tu sais, l'antistatique, le protocole en salle blanche. Il y a plusieurs, il faut être rigoureux. Fait que ça revient pas mal à ce que Luc a dit. C'est en plein les sciences, les mathématiques, l'analyse, un peu tout ce qui entoure ça, là. Quant à ça aussi, Stéphane, j'imagine que c'est quand même des qualités qui s'appliquent également à votre poste, mais vous, c'est quoi les qualités que vous recommandez de développer chez les jeunes? Ben, disons que, comme mes deux collègues, la curiosité, c'est vraiment important parce que moi, je pourrais peut-être ajouter une parenthèse à ça. Je dirais que la curiosité aussi, ça nourrit la motivation. Des fois, quand tu es moins motivé à faire quelque chose, mais que là, tu te dis, OK, je vais essayer de faire quelque chose de différent, ça va peut-être améliorer mon produit. Fait que là, après ça, tu t'aperçois que tu as la curiosité qui te donne un peu la motivation d'aller plus loin, de te dépasser. Et là, ben, tu t'aperçois que finalement, tu as fait quelque chose qui est beaucoup mieux comme amélioration sur un produit. Là, tu te retrouves avec un sentiment de satisfaction, de dépassement. Et ça, généralement, ben, ce qui découle de ça est toujours positif. Je dirais aussi perfectionniste parce que c'est sûr que mon travail avec, exemple, une fibre optique, on va prendre quelque chose de base, là, mettons, le cœur d'une fibre optique, mettons, de fibre de télécommunication, on parle de 10 microns de diamètre. Quand tu fais une épissure avec deux fibres optiques, tu ne peux pas te permettre d'avoir un micron là, de jeu en l'alignement des cœurs. Sinon, tu vas avoir des pertes. Alors ça, c'est juste pour expliquer un peu qu'on est vraiment dans le domaine du petit et du mécanique et du petit. Donc, il faut vraiment que tout soit bien fait. Il faut vraiment de la minutie. Il faut vraiment être prêt à s'investir, avoir la certification du travail bien fait pour pouvoir réussir et aussi donner des produits qui sont bons en bout de ligne.
sont bons en bout de ligne. Mm. La question, encore une fois, maintenant, s'adresse aux trois qui veut répondre en premier. Mais j'ai l'impression que, tu sais, que parfois, on imagine des gens qui travaillent dans le domaine des sciences puis qui sont tout seuls en espèce de trench coat, comme on dit, manteau de laboratoire dans un coin, on ne parle pas à personne. Je me doute très bien que ce n'est pas le cas. J'aimerais savoir à quel point le côté humain et le travail d'équipe prend une place significative dans votre emploi, votre domaine en l'occurrence. C'est vraiment, vraiment Ouais, important, le travail d'équipe. Mais j'allais le nommer dans les qualités à avoir. Mm. Un assembleur doit travailler pour coordonner avec la personne qui va calibrer au lab. Après ça, il faut que ça soit cette personne-là, il faut qu'elle aille voir les inspecteurs. C'est vraiment un travail d'équipe. Puis s'il y a un problème, il faut aller voir en R&D. C'est vraiment important un travail d'équipe, vraiment, vraiment. Très important. Stéphane, vous allez dire, j'imagine, quelque chose qui ressemble à ça de votre côté. Ça prend quelle place? Oui, mais c'est ça, c'est l'entraide entre tes collègues. Moi, j'avais déjà entendu dans mes débuts de mes années certains de mes collègues qui sont plus ici, mais qui avaient travaillé ailleurs, où ce que les gens ne s'aidaient pas entre eux autres, si on veut. Ils voulaient plus comme garder l'information pour eux autres, pour essayer de se démarquer. Et malheureusement, ça fonctionne bien. Heureusement, plutôt, ça fonctionne pas, ce genre de comportement-là. Alors, le plus que tu t'entraides, il faut pas que tu sois gêné d'aller voir un collègue qui va peut-être avoir une meilleure idée ou qui va compléter ton idée ou pour pouvoir justement en arriver à des meilleurs résultats. C'est ça qui fait la force aussi. C'est ça qui fait que 1 + 1 égale plus 3 que 2 parce que justement, en groupe, la somme du groupe est plus que le nombre d'individus. Et ça, nous, ici, chez ETF, au début, si on veut, nous autres, c'est un start-up avant les années 2000. On entend souvent dire les ambiances de start-up, c'est un petit peu ça. Il y a vraiment une effervescence d'énergie et tout. Et ça, c'est quelque chose qu'on a été capable de garder. Puis même quand il arrive des nouveaux ici, ben, ils vont, ils voient comment que ça se passe. Donc, c'est vers ça qu'ils ont tendance à aller. Et puis là, si on parle un petit peu plus aussi du côté social, ben, c'est ça, c'est faut créer aussi une ambiance où les gens sont bien. Oui, on vient travailler ici, mais quand même, il faut quand même avoir une certaine ambiance et que les gens sont attachés à leurs collègues, qui fait des fois même que ben, les gens pourraient vouloir envie de quitter, mais non, ils sont vraiment attachés avec les gens avec qui ils travaillent, l'équipe, et ça, ben, ça fait une différence. C'est non négligeable dans le choix aussi d'un endroit où on va aller travailler. Il y a comme un esprit de gang. J'imagine, Luc, c'est la même chose de votre côté. Ouais. Selon vous, à quel point le travail d'équipe, c'est important dans votre Ah, métier? c'est super important. Puis dans mon cas, vu que c'est plein de projets séparés un peu, mais c'est souvent avec un gestionnaire de projet qui peut être différent d'une fois à l'autre, avec ingénieur mécanique. Mettons, moi, je participe côté à aider à la conception, puis le côté laboratoire, si on pourrait dire, des manipulations et tout. Mais souvent, il va y avoir un ingénieur en électronique aussi qui va être intégré. Fait on n'a pas le choix de collaborer. Puis c'est justement, comme Stéphane disait, c'est l'esprit d'équipe puis d'être en équipe de même, de sentir qu'on pousse tous dans le même sens, là, c'est un sentiment d'accomplissement, là, justement, qui est bien le fun. Puis ça donne souvent et tout, quand on réussit bien un projet, ben, on essaie de le souligner, un petit 5 à 7 ou un petit, un petit quelque chose avec ça. Ça fait que c'est tout le temps intéressant. Intéressant aussi. Il reste 4 minutes, donc j'invite les jeunes, vous avez des questions, c'est là. Je ne vais pas dire où jamais parce qu'on peut toujours en reposer, mais n'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions. Moi, je ferai avec nos experts. Mais je veux savoir, en terminant, ce serait quoi votre conseil pour les jeunes qui nous regardent avec Jeunes Explos, soit qui veulent faire votre métier, qui veulent aller dans votre domaine ou juste qui sont curieuses d'en apprendre plus. Vous, Luc, ce serait quoi votre conseil pour les jeunes qui nous regardent en ce moment? Ben, comme on disait tantôt, si quelqu'un aime les sciences, curieux, je sais qu'en tout cas, qu'est-ce que j'ai étudié, moi, le DEC en technologie physique à la Pocatière est vraiment intéressant. On, on- c'est beaucoup dans le domaine de la physique, l'électronique, l'acoustique, l'optique, la lumière, qui fait en sorte que c'est de l'optique photonique, justement. C'est sûr, c'est un programme chargé quand même, mais quelqu'un qui c'est ça, apprendre à être rigoureux, puis c'est quand tu aimes qu'est-ce que tu apprends, puis que tu aimes le faire, ben, c'est tout le temps plus plaisant ou plus facile, justement. C'est sûr que étudier quelque chose qu'on n'aime pas, ben,
En général, c'est plus dur. Ça va moins bien. Ouais. De votre côté, Stéphane, ce serait quoi votre conseil? En premier, je dirais que d'aller s'inscrire au cégep en technologie physique, s'ils sont prêts à faire ce choix-là, parce que c'est vraiment le cours à prendre. Je pense qu'il se donne à 2 ou 3 places. Dans mon temps, c'était à 2 places, là, André Laurando, la Ouais, Pocatière. Maintenant, je pense ouais. qu'il y a aussi John Abbott, ça se fait-tu? Je ne suis pas Je trop pense sûr, que j'ai oui. entendu dire Ouais. ça. Fait que c'est ça, ça serait la chose aussi. Ben, entre-temps, entre le secondaire 4 ou 5 et puis les premières années de cégep, il y a maintenant, je vois des fois, je regarde des vidéos sur YouTube aussi, des chaînes qui sont plus en optique, qui sont intéressantes. Ça peut donner une idée aussi. Fait que de se renseigner, de regarder les moyens comme ça, de voir pour se donner une idée de ça. Parce que quand on est au secondaire, moi, je me rappelais, je suis en carrière, mon vieux. Ça n'avait pas grand-chose. Puis l'autre, c'est-à-dire, ça ne disait pas grand-chose, là, juste à regarder les descriptions comme ça. Puis l'autre solution, ben, c'est de faire un stage. Je pense qu'il y a des stages d'un jour qui sont à faire aussi à chaque année dans les différentes entreprises. Ça permet aussi d'avoir une meilleure idée, passer une journée avec des gens on en avait eu, nous, l'année passée, je pense. Et puis, quand même, il y avait beaucoup de questions. C'était intéressant pour nous, puis pour les élèves aussi. Oui. Et Anne-Sophie, vous, de votre côté, votre conseil pour les jeunes qui nous regardent à brancher sur mon avenir? Ben moi, ça serait de l'essayer. Justement, si tu aimes les sciences, d'essayer d'aller vite en entreprise, voir qu'est-ce qui est possible de faire. Puis, d'où ma participation aujourd'hui aussi. J'encourage vraiment les filles à ne pas se mettre de barrières, d'aller dans ce domaine-là. Vous allez être super bien accueillis. Puis, c'est de ne pas se mettre de barrières avec ça, en tout cas. Pas se mettre de barrière parce qu'il n'y en a pas. Puis s'il y en a, on peut facilement les surmonter. Je vous remercie déjà. Il n'y a pas eu de questions. Moi, je dis toujours que nos experts étaient très clairs dans ce cas-ci. Donc, je vous remercie en mon nom et en celui de Jeunes Explos d'avoir été à brancher sur mon avenir. Merci aux jeunes d'avoir été là aussi. Il y a des informations sur le site, les réseaux sociaux de Jeunes Explos. Il y en a aussi sur le site et les réseaux sociaux, j'imagine, des différentes entreprises en optonique, photonique. Je vous remercie aussi nos mentors. On avait Stéphane Couture, technicien R&D senior en photonique, Anne-Sophie Bisson, planificatrice de production en photonique, et Luc Veilleux, technologue en physique. Merci beaucoup à vous trois. Merci beaucoup à Mathieu Posneux aussi d'Optonique. Je souhaite une excellente journée aussi, puis en avance un bon vendredi après-midi de congé.